Il y a environ 100 000 ans, sur une île isolée d'Indonésie, une espèce humaine extraordinaire a marché sur Terre. Elle n'était pas nos ancêtres directs, mais une branche étrange et fascinante de l'humanité. Un humain comme nous, doté d'intelligence, de culture et de conscience, mais avec une différence radicale. Elle mesurait à peine 1 mètre. Homo floresiensis, le hobbit comme l'ont surnommé les scientifiques. Comment une espèce humaine aussi petite a-t-elle pu survivre dans un monde hostile? Et comment se fait-il que nous ayons découvert son existence seulement il y a 2 décennies, en 2003, lors de fouilles dans la grotte de Liangbua? C'est une histoire d'adaptation, d'isolation géographique et de mystère qui continue de fasciner la science moderne et de remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur l'évolution humaine. Les chercheurs estiment que les Homo floresiensis ont vécu entre 100 000 et 50 000 ans avant notre époque, durant une période que nous appelons le Pléistocène supérieur. Leur territoire d'habitation était unique, l'île de Flores, en Indonésie, une île volcanique de la chaîne de la Sonde, isolée par des eaux profondes et innavigables pour les espèces qui n'avaient pas développé de technologie maritime avancée. Comment une espèce aussi petite s'est-elle retrouvée seule sur une île? La réponse réside dans un phénomène fascinant appelé nanisme insulaire, ou dwarfism en anglais. Quand une population se retrouve isolée sur une île avec des ressources limitées et fermée par l'océan, les forces de l'évolution sélectionnent progressivement les individus plus petits. Pourquoi? Parce que la biologie est une question d'efficacité énergétique. Un organisme plus petit a besoin de moins de nourriture pour survivre et se reproduire. Il consomme moins d'eau, moins de calories, produit moins de déchets. Dans un environnement insulaire avec une faune limitée et des ressources précaires, cette efficacité devient un superbe avantage de survie. Ainsi, au fil de dizaines de milliers d'années, une espèce anciennement plus grande, probablement un ancêtre commun avec nous ou avec l'Homo erectus, a progressivement diminué de taille, génération après génération, jusqu'à devenir le hobbit que nous connaissons aujourd'hui. À première vue, un Homo floresiensis pouvait presque passer pour un enfant humain moderne. Imaginez une silhouette que vous croiseriez sur la rue et qui vous rappellerait étrangement une petite fille ou un petit garçon d'une dizaine d'années. Mais ce serait une grave erreur de les sous-estimer, une erreur que les scientifiques eux-mêmes ont faite quand les premiers fossiles ont été découverts. En moyenne, les adultes mesuraient environ 1,06 m de haut, certains atteignant à peine 100 cm. Leur poids oscillait entre 25 et 35 kg, ce qui correspond à peu près à un enfant de 7 ou 8 ans dans nos populations modernes. Pour avoir une référence concrète, imaginez quelqu'un qui pourrait passer sous une porte sans se baisser, qui pourrait se faufiler à travers des interstices où nous resterions bloqués. Mais en y regardant de plus près, tout change radicalement. Malgré leur extrême petitesse, leur corps était robuste, proportionné et harmonieux. Leurs bras étaient proportionnellement plus longs que les nôtres, donnant à leur silhouette une allure légèrement simienne, mais néanmoins humaine. Leurs jambes, bien que courtes, étaient puissantes et bien musclées. Leurs pieds étaient plats et larges, parfaitement adaptés à la marche dans les terrains escarpés, accidentés et rocheux de l'île de Flores. Leur cage thoracique était compacte mais fonctionnelle, capable de supporter un système respiratoire efficace. En résumé, tout dans leur physiologie respirait l'efficacité, chaque détail évolutif servant un but précis dans leur combat quotidien pour la survie. Imaginez-les face aux défis terrifiants de leur île. L'île de Flores n'était pas un paradis tropical tranquille, c'était un monde hostile peuplé de créatures géantes et terrifiantes. Le Komodo, ce dragon meurtrier de 4 mètres de long, le plus grand lézard carnivore du monde, qui pouvait tuer un Homo floresiensis en quelques secondes. Des éléphants nains, les stégodons, version réduite des mastodontes géants qui parcouraient autrefois le monde, pesant toujours plusieurs tonnes. Des buffles sauvages imposants, des rats géants comparables à de petits chiens, des cochons féroces. Leur île était une jungle dangereuse, une véritable arène de dangers remplie de créatures que nous considérerions comme monstrueuses, même à notre taille moderne. Et pourtant, non seulement les Homo floresiensis ont survécu, mais ils ont prospéré pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Ils n'ont pas simplement végété ou disparu rapidement, ils ont construit une civilisation, une culture, une société stable. Comment était-ce possible avec une telle petite taille?
face à des prédateurs aussi terrifiants? La réponse réside dans leur intelligence remarquable et leur ingéniosité extraordinaire. Les archéologues ont découvert des preuves irréfutables que les Homo floresiensis fabriquaient des outils sophistiqués et complexes. Ce n'étaient pas des ustensiles primitifs ou grossiers, mais des instruments de chasse élaborés. Des lances avec des pointes finement travaillées, des couteaux à lame tranchante, des grattoirs destinés à traiter les peaux et à découper la viande. Certains de ces outils montraient des signes clairs d'hafting, c'est-à-dire l'attachement d'une pierre taillée à un bâton ou un os pour créer une arme composite bien plus efficace. Cela demandait une planification mentale sophistiquée, une compréhension profonde des matériaux et surtout une capacité à imaginer un objet complexe avant sa création. Ces capacités ne sont pas banales. Elles indiquent une abstraction mentale, une pensée symbolique et une transmission de savoir entre générations. Leur cerveau, malgré sa petite taille de 380 à 430 cm3, comparable à celui d'un enfant humain moderne mais plus grand que celui d'un chimpanzé, était structuré de manière étonnamment complexe. Les analyses des moulages cérébraux retrouvés montrent une distribution asymétrique du cortex similaire à la nôtre, suggérant une latéralisation hémisphérique et potentiellement une capacité au langage. Ce qui est véritablement fascinant, c'est qu'ils ne chassaient pas seuls comme des solitaires. Les preuves archéologiques et les analyses de leur site d'habitation suggèrent qu'ils travaillaient en groupe coordonné et organisé. Chasser un komodo géant, même en équipe, était un acte d'une bravoure inimaginable pour une créature de leur taille. Imaginez, vous mesurez 1 mètre, vous pesez 30 kg et vous devez affronter un lézard de 4 mètres pesant plusieurs centaines de kilogrammes. C'est comme si un enfant moderne décidait de chasser un grizzly avec une lance en pierre. Et pourtant, les preuves indiquent qu'ils le faisaient. Certains chercheurs pensent qu'ils utilisaient des pièges sophistiqués, des stratégies collectives et coordonnées, et peut-être même du feu pour repousser, blesser ou affaiblir leur proie massive. Leur endurance était probablement remarquable, leur résilience presque inhumaine. À poids égal, un Homo floresiensis aurait une puissance musculaire relative comparable à la nôtre, sinon supérieure. Mais plus important encore, leur efficacité énergétique était extraordinaire. Ils devaient parcourir des kilomètres à travers la jungle dense pour chasser, pour cueillir des plantes et des fruits, pour explorer leur territoire. Chaque mouvement était économe, chaque effort calculé pour maximiser les retours énergétiques. Mais la petitesse avait aussi ses avantages directs et considérables. Elle les rendait significativement plus rapides et plus agiles que nous, capables de se glisser dans les espaces étroits où un humain moderne resterait coincé, de grimper aux arbres avec une aisance remarquable, de traverser des terrains accidentés et rocheux avec une agilité que nous pouvons à peine concevoir. Leur centre de gravité bas leur donnait un équilibre supérieur. Leur métabolisme, bien qu'efficient, était toujours actif et exigeant. Il leur fallait environ 1000 à 1500 calories par jour, une fraction de ce qu'un adulte humain moderne consomme quotidiennement. Cela signifiait que dans un environnement où la nourriture était précaire et les ressources limitées, ils pouvaient survivre avec des quantités que nous trouverions complètement insuffisantes. C'était un avantage de survie crucial, particulièrement pendant les périodes de rareté alimentaire. Côté alimentation, les analyses isotopiques des fossiles retrouvés montrent qu'ils étaient omnivores opportunistes. Ils mangeaient de la viande, bien sûr, acquise par la chasse collective et coordonnée, mais aussi des plantes variées, des fruits savoureux trouvés dans la jungle, des crustacés et des mollusques trouvés près des côtes. Leur île offrait des ressources variées selon les saisons et les Homo floresiensis en ont fait usage de manière flexible et intelligente, s'adaptant aux disponibilités de chaque époque. Et contrairement à la croyance populaire selon laquelle la petitesse signifierait une intelligence réduite ou des capacités cognitives limitées, les preuves archéologiques montrent le contraire éclatant. On a retrouvé des ornements sophistiqués dans leurs habitats, des coquillages travaillés et polis, potentiellement portés comme parures ou éléments de prestige social, des foyers aménagés avec attention, suggérant une maîtrise complète du feu et peut-être même des repas partagés autour duquel se nouaient des liens sociaux. Il est même possible, bien que débattu, qu'ils aient pratiqué une forme de langage ou de communication complexe. Le fait qu'ils aient coexisté sur l'île pendant tant de millénaires sans se détruire mutuellement indique une forme d'organisation sociale stable, sophistiquée et harmonieuse.
Ils vivaient, travaillaient ensemble dans un système d'interdépendance mutuelle et probablement se racontaient des histoires autour du feu le soir, transmettaient des savoirs, du folklore, des mythes qui donnaient du sens à leur existence. Il y avait probablement de la rire, de la peine, de la joie partagée entre ces êtres humains que nous avions oubliés. Alors, qu'est-il arrivé à Homo floresiensis? Pourquoi ont-ils disparu il y a environ 50 000 ans, laissant si peu de traces? À cette période critique, une série catastrophique de catastrophes volcaniques a ravagé l'île de Flores. L'éruption majeure du Liangbua et d'autres volcans actifs a transformé radicalement l'environnement que ces créatures connaissaient. Les ressources alimentaires ont diminué dramatiquement. Les grottes où ils s'abritaient et trouvaient refuge se sont remplies de cendres volcaniques épaisses et étouffantes. Les espèces animales sur lesquelles ils dépendaient pour la chasse ont décliné catastrophiquement ou disparu complètement. Mais ici réside le point crucial. Un Homo floresiensis ne pouvait pas simplement abandonner l'île pour aller ailleurs chercher refuge. Contrairement à nous, il n'avait pas développé la technologie de navigation maritime sophistiquée nécessaire pour traverser les eaux dangereuses, les détroits profonds qui les séparaient des terres continentales. Ils étaient prisonniers de leur île, emprisonnés par les mêmes eaux qui les avaient créés en les isolant pendant des milliers d'années. Et quand l'île a changé de façon catastrophique, ils n'ont pas pu s'adapter suffisamment rapidement, suffisamment radicalement. C'était une extinction non pas par défaut d'intelligence, non pas par faiblesse inhérente, mais simplement par emprisonnement géographique impitoyable. Un sort tragiquement ironique. Les mêmes eaux qui les avaient créés en les isolant les ont aussi tués en les piégeant. Mais ce n'est pas toute l'histoire, car les Homo floresiensis nous rappellent quelque chose d'essentiel et profond sur l'évolution humaine et sur notre propre humanité. Pendant longtemps, nous avons cru que notre espèce, l'Homo sapiens, était l'unique expression du potentiel humain dans cet univers, que seuls les grands humains, les humains physiquement forts, auraient pu survivre et prospérer sur cette planète, que la grandeur était synonyme de succès. Homo floresiensis nous montre catégoriquement que c'est faux, que c'est une illusion. L'humanité s'exprime de multiples façons, infinies façons. La petitesse peut être un avantage formidable. L'isolation géographique peut créer des adaptations incroyables et des cultures uniques. L'intelligence n'a pas de taille minimale, pas de gabarit requis. La conscience peut exister dans des formes que nous n'avions jamais envisagées. En un sens, Homo floresiensis continue de vivre à travers nous d'une manière que nous comprenons à peine. Certains chercheurs pensent que les habitants modernes de Flores, les Rampasa, pourraient porter des traces génétiques de ces anciens hobbits disparus. Bien que ce soit débattu et incertain dans la communauté scientifique, cela suggère une continuité possible entre l'espèce disparue et les populations contemporaines vivantes. Même si cette hypothèse ne se confirmait pas génétiquement, ils vivent certainement dans notre imagination collective, dans nos légendes et nos contes. Ils vivent dans chaque découverte scientifique, chaque fossile exhumé, chaque fragment d'os que nous rappelle qu'ils ont existé. Alors, la prochaine fois que vous penserez à Homo floresiensis, rappelez-vous ceci avec certitude. Ils n'étaient pas des humains diminués, pas des curiosités grotesques de la nature, pas des erreurs évolutives. C'étaient des êtres intelligents, résilients, créatifs et profondément adaptés à leur monde. Ils ont créé des outils, probablement de l'art, peut-être de la musique, certainement de la beauté. Ils ont adoré, combattu, aimé et rêvé sous les étoiles. Ils ont survécu pendant des dizaines de milliers d'années dans un environnement hostile que nous aurions du mal à imaginer même en rêve. Et leur existence, si brève à l'échelle de l'évolution, nous enseigne une leçon profonde et durable. L'humanité est diverse, malléable, flexible et capable de s'exprimer de façon que nous ne comprenons pas toujours. Elle est plus grande que nous, plus riche, plus complexe. Homo floresiensis était humain, entièrement et complètement. Et il mérite notre respect infini, notre admiration sans bornes et notre souvenir perpétuel.